Bonjour et bienvenue à notre 4e dîner causerie. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, on va vous parler d'homophobie, de transphobie et de biphobie. Bonjour à tous, merci Katia Narcisse qui est la responsable de notre comité pour cette belle introduction. Je m'appelle Sébastien Varro, je fais partie du comité depuis sa création et comme c'est le 17 mai, on s'est dit qu'on allait faire un dîner causerie sur effectivement l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Par contre, on voulait un angle cette année un petit peu plus spécifique parce qu'on parle souvent d'intersectionnalité. C'est-à-dire, c'est très à la mode, on l'entend dans les médias, etc. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop, il y en a qui le définissent plus ou moins différemment. En tout cas, c'est le fait de se retrouver à l'intersection de plusieurs situations minoritaires. Par exemple, je suis noire et je suis pauvre, et donc je vais vivre à la fois du racisme et à la fois du classisme dans ma vie. Et si je suis une femme en plus, je vais vivre du sexisme. Je vous présente Pierre-Olivier Bouchard, que j'ai rencontré grâce à un ami que nous avons en commun, et Pierre-Olivier est sourd, et donc c'est un homme gay aussi. Donc il se retrouve à l'intersection de ces deux dynamiques, et on trouvait intéressant de creuser un peu plus ça en voyant c'est quoi sa vie. Donc bonjour Pierre-Olivier, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter? Bonjour. Ben oui, je m'appelle Pierre-Olivier Bouchard. Je suis née à Alma, au Lac-Saint-Jean, et j'y ai grandi intégrée avec des entendants jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais avant, je ne connaissais pas du tout la langue des signes québécoise. C'est vers 16 ans que je me suis intéressée à ça. Et puis, ça m'a bouleversée. Quand j'ai compris que j'avais forgé une identité, je suis déménagée à Montréal pour côtoyer plusieurs personnes sourdes. Ensuite, j'ai fait mon coming out comme gay. Donc, je suis entrée dans ces deux communautés-là. Excellent. Est-ce que, je vais commencer par le côté technique, est-ce que il y a eu des progrès techniques, de la nouveauté pour les personnes sourdes depuis que tu es née? Est-ce que vous avez des technologies qui vous aident à entendre, ou est-ce que tu peux nous parler de l'implant cochléaire? Alors, lorsque j'avais 5 ans, j'ai été implantée, mais c'était vraiment difficile pour moi parce que je devais mettre ça toute la journée, ça me donnait mal à la tête. Alors, et puis j'étais pas encore convaincue de mon identité, est-ce que je devais l'enlever ou pas? Mais là, ce que je remarque actuellement, c'est que la technologie a vraiment évolué, mais ça dépend de qui. Il y en a pour qui ça fonctionne pas, d'autres pour qui c'est vraiment bien. Donc, j'ai remarqué aussi en ce qui a trait à l'accessibilité à la télévision, au théâtre, je vois qu'il y a une nette amélioration, là, parce que depuis la COVID aussi, hein, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'accessibilité qu'avant. C'est vraiment mieux qu'avant. Okay. Je constate, ouais. Okay. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas une technologie ou une façon de communiquer, de moyen de communiquer qui soit universelle et qui marcherait pour chaque personne sourde. C'est très personnel. C'est vraiment varié, oui, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui sont capables de bien lire sur les lèvres, d'autres pas du tout. Il y en a qui sont habiles à écrire pour se faire comprendre, d'autres vont utiliser les textos, ou ben il y en a qui sont capables de parler, qui ont une bonne voix, qui se sont pratiqués toute leur vie. Donc moi, ça dépend. Des fois, je vais utiliser ma voix, ça dépend avec qui je suis. Si je suis avec certains entendants, j'utilise ma voix. Si je suis avec les sourds, j'utilise jamais ma voix, je fais juste signer. Donc, ça dépend avec qui je me trouve. Et est-ce que pour toi, ton vécu, est-ce que le système d'éducation au Québec te semble adapté aux enfants sourds? Ah oui.
Oui. Ce qui est le fun, c'est que c'est pour l'identité des enfants sourds au sein de la communauté. Cette identité-là est vraiment claire. Moi, j'ai grandi en étant intégrée avec les entendants, avec un interprète. C'était parfois frustrant parce que souvent, je voyais que les entendants faisaient des blagues ou parlaient du futur. Supposons, il m'expliquait que... Ah non, il me parlait... Il y avait des conversations, il me disait « Ah, je vais te l'expliquer plus tard, je vais te l'expliquer plus tard. » Donc, après ça, on passait outre. Donc, je sentais que je vivais quand même de l'audisme. Ça veut dire que, tu sais, je manquais d'informations. C'était très frustrant. J'essayais d'avoir des informations, mais par exemple, au sein de ma famille, tout le monde est entendant. Je suis le seul sourd. Donc, quand j'invitais quelqu'un, mon frère... si j'invitais un ami entendant, mon frère se mettait à parler avec lui, tout ça. Donc, c'était toujours moi qui étais mis de côté. J'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais faire, mais comme mon frère me disait, il pensait, je pense qu'il était jaloux. T'sais. Il pensait que j'étais jaloux, pardon. Mais moi, je n'étais pas jaloux. Je me fâchais parce que j'essayais de participer à la conversation. Je voulais être intégrée. C'était très frustrant. Je sentais vraiment que il me manquait beaucoup de parties de la conversation. C'était impossible de suivre sur les lèvres de tout le monde. Okay. C'est pas seulement mon frère, c'est aussi tous mes amis entendants. Là, partout, je vivais la même chose. Et j'ai entendu le terme audisme. Je ne le connaissais pas. Ça décrit La discrimination. cette discrimination envers les personnes sourdes. Ah oui, ça, il y en a en masse de ces mots-là. Sur Internet, vous allez voir plein de descriptifs de tous ces mots-là. Là. OK. C'est facile d'aller voir ça, oui. OK. Est-ce que vous voulez que je vous l'explique? C'est Oui. quoi? Donner des exemples ou... Disons, bon, j'essaie de trouver une idée, là. Par exemple... lorsque j'étais dans une piscine avec des entendants, supposons qu'il faisait noir, il y a beaucoup de bruit, tu sais, mais moi, je pouvais pas savoir, j'ignorais ça. Puis, supposons que quelqu'un se mettait la tête sous l'eau. Moi, je me demandais ce qui se passait. Puis là, on m'avait pas avisé que je devais regarder. Ah, c'est ça, il y avait une chauve-souris en haut. Il y avait comme un bruit. Puis là, tout le monde se cachait dans l'eau. Moi, je pensais qu'ils jouaient, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait une chauve-souris qu'il fallait se cacher. Donc, c'était comme un peu d'audisme là, que j'ai vécu à ce moment-là. Je comprends. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à la place de la personne sourde et donc on oublie qu'il y a des choses qui... Exactement, oui, c'est ça. Je peux vous donner un autre exemple que j'ai vécu là, récemment, tout récemment. Ça m'a vraiment déçue et frustrée. Là. J'étais comme dans une chorale LGBTQ. Et puis, on m'a proposé d'apprendre les signes, d'enseigner les signes pour une chanson. J'ai décidé d'accepter. Je me suis dit, ah, c'est bien, ils veulent intégrer ça dans leur spectacle. Alors, je me suis dit, ah, peut-être que c'est un beau projet. Donc, quand ils se sont mis à apprendre les signes, bon, j'étais pas tout seul, j'étais avec une autre personne sourde. Puis là, ils nous ont donné leur chanson, on l'a adapté en signes, mais en réalité, le texte était en anglais et mon ami, lui, il est plus ASL, là, il parle plus la American Sign Language. Donc, tous les deux, on s'est débrouillés pour essayer d'en faire une adaptation. On s'est filmé mutuellement. On a envoyé notre capsule vidéo pour qu'ils puissent se pratiquer. Nous autres, on s'est pratiqués. Et puis, quand on est arrivés ensemble pour tout mettre ça en commun, ils ont dit « Ah non, 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 c'est ça, nous, on était comme meilleurs. » Ils ont dit « Ah, vous êtes trop bons. » Eux, ils voulaient pas qu'on soit là. Ils voulaient seulement que ce soit la chorale. Ils voulaient pas qu'on soit intégré dans la chorale. Ça, c'était clairement de l'audisme qu'on a vécu parce que j'ai essayé de négocier par courriel et tout ça, puis finalement, j'ai perdu toute mon énergie puis j'ai décidé de quitter le projet. Okay. Parce que ça m'a inquiétée parce
parce que finalement, leur signe n'était pas très bon. Ils ont pratiqué une fois ou deux. C'est sûr que nous, en étant sourds, on est vraiment plus compétents qu'eux. C'est normal qu'on les aurait, qu'on aurait peut-être contrasté dans la masse, là, qu'on aurait été meilleur qu'eux, évidemment, mais bon. OK. C'est toujours mieux d'inclure les gens de la communauté concernée, de toute façon, ce genre de choses, selon moi. Là. Mais c'est ça, j'étais tellement frustrée que de me sentir rejetée comme ça. Finalement, tu sais, on avait tout fait l'exercice, on s'était mis d'accord, on envoyait la capsule, puis en plus de ça, ils ont comme abusé, un peu profité de nous, d'utiliser notre langue après ça pour aller faire aller se pavaner pour que tout le monde les voit, utiliser une langue des signes, mais finalement, ils sont où les sourds là-dedans? Ils ont juste profité de nous. Tu sais, s'ils nous avaient intégrés, on aurait vu clairement un effort d'accessibilité pour voir les sourds dans cette communauté-là, puis il aurait pu être fiers de ça, alors que là, ils nous ont complètement rejetés. Puis si un jour les sourds voient ça, c'est clair qu'ils vont être frustrés, là. OK. Vous avez été instrumentalisé pour paraître cool, pour qu'ils paraissent cool et inclusifs. Ils se sont servis de vous. Absolument. Vous avez tout compris. On va faire une petite pause. Super. Ben, je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce que tu es en train de nous dire. Dans le fond, ça m'amène à te demander quelles difficultés est-ce que tu as pu rencontrer dans ta vie en tant qu'homme sourd, en tant qu'homme gay, l'intersection de ces deux communautés-là. Est-ce que ça t'a fait vivre des difficultés particulières? Ben oui, c'est un gros défi pour moi d'être, le fait d'être gay. Bon, le fait d'être sourd, je l'ai clairement accepté, mon identité, mais le fait d'être gay, d'aller à la rencontre des entendants, c'est vraiment un défi. Et puis, c'est rare que les gays entendants ont envie d'apprendre la langue des signes. C'est vraiment extrêmement rare. Je dois user de patience là, infinie quand je rencontre d'autres personnes. Tu sais, concernant les applications de rencontres aussi, là, c'est souvent, on va discuter, puis au bout du compte, on me demande de me rencontrer. Mais des fois, c'est long parce que je dois vraiment passer du temps en amont pour expliquer que je suis une personne sourde et que je peux lire sur les lèvres et tout ça. Mais tu sais, ça rajoute vraiment du temps d'explication. Je dois répéter à chaque fois que je veux rencontrer quelqu'un. Et puis, il y en a qui sont pas à l'aise aussi, ça les rend nerveux. Je sais pas pourquoi, là, ça les fait figer. Puis, une fois, tu sais, parce que si je les rencontre, c'est en discutant qu'éventuellement, on peut devenir amis. Moi, ça me dérange pas de faire ça comme ça, de rencontrer des gens en personne. Sauf que si je dois dire à la personne que je suis sourde, des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, 4-5 fois qu'on me bloque sur les applications. Alors, je me suis dit, voyons donc, est-ce que les gens me prennent pour un monstre? Pourquoi ils me bloquent sur les applications? Est-ce que je suis un criminel? Pourtant, je suis tellement gentil, doux, beau. Tu sais, j'ai une belle personnalité. Je suis un artiste en plus, multidisciplinaire. Et puis là, bon, là, je suis chanceux. Là, j'ai mon chum actuellement, là. Et puis, il est vraiment motivé à apprendre la langue des signes. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui veut. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ton chum, il n'est pas sourd, c'est ça, si je comprends bien? Non, c'est un entendant. Super. Voilà. J'ai encore dans ma lune de miel, là, j'ai des étoiles dans les yeux. C'est génial, ça. Donc, selon ce que tu viens de nous dire, je peux comprendre que même au sein de la communauté gay, tu peux quand même vivre des moments d'exclusion. Donc, même si on fait partie d'un groupe minoritaire, on peut quand même vivre des exclusions en fonction des autres groupes auxquels on appartient. Ben oui, parfois ça arrive, oui. Oui. Sébastien? Mais c'est ça, je confirme que son chum est très, très, très bien. Mais donc, mais oui, de manière générale. Je suis d'accord avec lui. De manière générale,
Est-ce que la communauté sourde est accueillante pour les personnes LGBTQIA+. Oh oui, vraiment, c'est comme une grande famille. OK. Parce qu'on soit gay, sourd, c'est pas grave, là. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Comme vendredi dernier, par exemple, il y avait un 5 à 7 LSQ auquel je suis allée. Il y avait plein de trans, de straight, de gays. Tout ce monde-là était mélangé. Alors, pour moi, ça me pose aucun problème. Donc, je dirais que la communauté sourde est plus accueillante, plus inclusive que la communauté LGBT? Oui. Ouais. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que les entendants apportent certaines limites, mais supposons que je veux aller dans une conférence sur le sujet LGBTQ+. Parfois, il n'y a pas d'interprètes, ils ne sont pas nécessairement accessibles. S'il y a des interprètes, là, je vais pouvoir y assister, mais ça dépend toujours. Et donc, je sais que maintenant, il y a une partie de toi, justement, qui est le fait de militer pour ces choses-là, puis que tu travailles avec TikTok. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets, ce que tu fais avec, de quoi tu parles? Ah oui, ben oui, absolument. TikTok, ça fonctionne vraiment bien pour la sensibilisation, pour accéder aux gens. Je parle de ma vie de tous les jours, comment interpeller une personne sourde. Et je leur explique que c'est pas le langage des signes, c'est la langue des signes. Alors, je me filme et je mets ça sur TikTok. Là, je diffuse ça. Je suis très contente parce que je vois que je reçois plein de beaux commentaires, plein de gens qui connaissaient pas ça. Et puis, il y en a qui pensaient encore que c'était une langue universelle. Je passe mon temps à demander aux sourds que j'ai rencontrés. Je demande à tout le monde, c'est quoi tel signe de votre pays? Alors, tout le monde m'envoie leur signe dans leur pays. C'est vraiment le fun. On peut voir aussi la différence des langues des signes. Des fois aussi, j'ajoute l'emoji de drapeau du pays en question. Donc, pour moi, ça fonctionne à merveille. Ah, c'est excellent. Et d'ailleurs, on va diffuser, on va vous montrer l'adresse sur l'écran sur les capsules TikTok de PO. T'as une question? Je comprends, oui, que dans le fond, il y a différentes langues des signes, mais est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les différentes langues? Disons, la LSQ et l'ASL se ressemblent un peu parce que, mais si on regarde la LSF de France et la LSQ, c'est vraiment deux langues complètement différentes. En décembre dernier, j'avais un invité, un ami de la France qui est venu et puis je lui ai proposé de faire une capsule avec moi. Puis donc, on s'est filmé, puis on a regardé, on a fait une différence de nos deux langues et on a diffusé ça, puis ça a eu un extraordinaire impact. Il y a vraiment une petite chose qui est pareille, comme par exemple demain, et j'ai jamais vu ça. Mais le reste, là, tous les autres signes sont complètement différents. C'est vraiment intéressant d'apprendre ça. Et je voulais vous dire quelque chose aussi d'autre. L'année passée, cet ami-là qui vient de France, il cherchait un appartement, donc il est venu habiter chez moi temporairement là, pendant 4 mois, par hasard. Et par hasard, il y avait aussi une autre fille autochtone qui était chez moi, qui avait sa langue des signes autochtone. Et puis, elle n'a pas trouvé encore d'appartement. Elle m'a demandé d'habiter chez moi temporairement. Donc, on s'est retrouvés les trois avec chacun notre langue des signes différente. On se faisait plein. C'était vraiment difficile. On se trompait tout le temps, là, mais c'était tellement une belle expérience. C'était extraordinairement riche. Ça a été vraiment un beau souvenir pour moi. Là, maintenant, là, c'est sûr que je vais m'en rappeler de tout ce moment-là. Moi, il me reste une question. Est-ce qu'on fait une petite pause peut-être pour le repos? Non, ça va? Mais tu sais, nous, on est des syndicats. Qu'est-ce que les syndicats, selon toi, pourraient faire pour la communauté sourde québécoise? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire dans les milieux de travail, au niveau politique, au niveau des représentations politiques? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on devrait faire? Comment on pourrait vous aider? Ah oui, j'ai une idée, c'est que
si jamais s'il y a jamais il y a un sourd qui veut prendre rendez-vous avec les syndicats, là, il faut absolument réserver un interprète à l'avance. Parce que les discussions de syndicats, c'est vraiment un vocabulaire élevé qui est très difficile à comprendre. Et comme les sourds, on est très visuel, c'est très important de pouvoir poser des questions claires avec un interprète pour que les personnes sourdes puissent bien comprendre. Aussi, lorsqu'on est au sein des employés entendants, là, dans une équipe d'entendants, ce serait peut-être bien d'enseigner la culture sourde à tous les employés parce que personne ne nous connaît. Tu sais, si tout à coup, vous avez un employé sourd, tout le monde va être intimidé. Donc, à l'avance, ce serait peut-être bien de faire, pour éviter l'audisme et tout ça, là, ce serait peut-être bien de faire des petits enseignements parce que l'audisme, c'est facile. Ça arrive fréquemment, comme par exemple un patron entendant versus un employé sourd. Ça peut être frustrant là, de ne pas pouvoir communiquer. Il faut qu'on puisse valider s'il est d'accord avec tout ce qu'on dit. Est-ce que tu sais s'il existe une traduction en québécois signée du vocabulaire syndical? Ou du code Bourrino? Ou du code Bourrino? Ou est-ce que c'est un travail à faire? Il faudrait le faire un jour, mais bonne question. Je pense que non, mais il faudrait en faire un, oui. Parce que du coup, nos formations syndicales, même si par exemple on voudrait inviter une interprète, c'est pas sûr que ce soit facilement traduisible ou explicable. Bonne question. Parce que je pense que c'est important pour l'accessibilité. Mais c'est ça, on l'indique jamais. Un interprète. On n'indique jamais sur nos formations accessibles aux personnes sourdes. On ne fait pas ça, là. Et à ce niveau, j'ai une question parce qu'au congrès à l'Assemblée générale du Congrès du travail du Canada, ils écrivent les paroles à l'écran, ce qui permet normalement aux personnes sourdes de pouvoir suivre la conversation. Mais est-ce que c'est mieux l'écriture ou d'avoir une personne traductrice de québécois signé, ou les deux? Je pense que pour plus de clarté, là, ça prend vraiment un interprète. C'est sûr qu'on peut avoir des sous-titres et tout ça, mais tu sais, ça dépend. Pas toute la journée, là, on peut pas passer, on va avoir les yeux brûlés, là. Avoir un interprète, c'est plus clair, on voit les expressions faciales, c'est plus facile d'être à l'écoute. OK, merci. C'est possible aussi sur Internet de mettre une capsule en médaillon, tu sais, ou par exemple de faire un lien où on peut cliquer dessus pour avoir accès à un interprète. OK. Moi, j'aurais une dernière question, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme toi, donc quelqu'un qui est sourd et qui fait aussi partie de la communauté 2S LGBTQIA+, quel conseil tu pourrais donner à cette personne pour son coming out ou son intégration au sein de la communauté? Je dirais, regardez-moi et comment moi je m'accepte. Moi, je veux donner l'exemple. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas se cacher. Moi, je suis fière d'être sourde. En plus, je suis fière d'être gay. Donc, c'est une double identité. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Je suis ravie de nous avoir partagé ton expérience et ça va nous permettre de nous réfléchir à ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on rate vis-à-vis de la communauté sourde dans les syndicats. Je pense que c'est important. C'était super intéressant. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien apprécié et que vous avez appris beaucoup sur le sujet. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.